Le 5 juillet 2022, Anatole Ngamukol, joueur de football, accompagné du syndicat UNFP, des organisations qui l'accompagnent et de 2 journalistes, s'est rendu au siège de la Fédération française de football pour obtenir un rendez-vous avec Noël Le Graët. Malgré une décision pénale définitive reconnaissant le harcèlement subi par Anatole au stade de Reims, une décision prud'homale allant dans le même sens et estimant son licenciement comme abusif par le stade de Reims, un courrier de Madame la Ministre exigeant des actions de la part de la FFF et de la LFP, les instances du football n'ont toujours pas sanctionné les auteurs du harcèlement qu'il a subi en 2018. La réponse de la FFF à Anatole et à sa délégation fut de leur envoyer 3 camions de la police nationale pour les faire évacuer des locaux. Retour sur cette journée. Pour rappel des faits, en 2018, après une montée en Ligue 1 bien méritée, Anatole est mis au banc par les dirigeants du stade de Reims qui le mettent à l'écart de manière prolongée mais surtout injustifiée. On est tout à fait conscient que tu es un mec bien, que tu t'es fondu dans le groupe, que tu as été un équipier modèle. Il n'y a pas de débat là-dessus. On ne te fait aucun reproche. Tes qualités, tu ne pourras pas les montrer puisque tu ne joueras pas. Donc c'est ça le vrai problème. Écoute, on va faire très simple, Anatole. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans des tergiversations. Soit tu acceptes d'être dans le groupe Pro 2, soit si t'es pas dans le groupe Pro 2, ben écoute, on fera une mise à pied, un licenciement, qu'est-ce que je te dis là. Ok, donc un contrat, le contrat n'est pas respecté alors. Ça veut dire ça en gros. Exactement. Ok. Les matchs avec la réserve, tu pourrais les jouer ou pas? Ah non, je te dis, on fera jouer les jeunes. Ok, donc je ferai que des entraînements. Exactement. Anatole saisit la commission juridique de la LFP qui oblige le stade de Reims à le réintégrer. Non seulement le stade de Reims n'appliquera pas la décision de la commission juridique, mais les dirigeants décideront de licencier Anatole en invoquant des faits imaginaires et mensongers. Anatole saisit la justice pénale et fait reconnaître la faute de Mathieu Lacour, directeur général délégué du club pour harcèlement moral. Il saisit également le Conseil des prud'hommes qui condamne le club pour harcèlement moral et licenciement abusif. Anatole fera appel de la décision, le Conseil des prud'hommes ne lui ayant pas accordé la totalité des salaires dus par le club, malgré le caractère abusif reconnu de son licenciement. Plusieurs vidéos retraçant son combat sont disponibles sur notre chaîne. Nous vous invitons à les visionner si cela n'a pas déjà été fait. Son statut de victime étant reconnu par la justice, Anatole demande à ce que les auteurs du harcèlement qu'il a subi soient légitimement sanctionnés par les autorités du football, que sont la FFF et la LFP, Ligue de football professionnel. Cette demande s'inscrit dans l'obligation par ces autorités de faire respecter les valeurs de la République et de lutter contre toute forme de violence physique et psychologique au sein du football. La FFF reçoit une délégation de service public par le ministère des Sports en contrepartie de quoi elle doit faire appliquer les valeurs de la République en son sein. On trouve ainsi dans les statuts de la FFF à l'article 1. La fédération et ses organes déconcentrés en tant qu'organes chargés d'une mission de service public déléguée par l'État défendent les valeurs fondamentales de la République française et doivent mettre en œuvre les moyens permettant d'empêcher toute discrimination ou atteinte à la dignité d'une personne, en raison notamment de son sexe, de son orientation sexuelle, de son origine ethnique, de sa condition sociale, de son apparence physique, de ses convictions ou opinions. Toute personne contrevenant à ces dispositions fera l'objet de poursuites disciplinaires et ou pénales. Pourtant, la FFF n'a jamais engagé de poursuites disciplinaires et ou pénales à l'encontre des dirigeants du stade de Reims, auteurs ou complices de harcèlement. On trouve dans l'annexe 8 de ces mêmes statuts, appelée Charte d'éthique et de déontologie du football au principe numéro 5. Le football réunit les hommes et les femmes sans qu'ils puissent leur être opposés de façon expresse ou tacite, entre autres, leur origine ethnique, leur nationalité, leur langue, leurs convictions politiques et religieuses, leur situation sociale, leur apparence physique, leur âge, leur handicap, leur sexe ou leur orientation sexuelle. Il appartient aux instances d'empêcher toute discrimination et de garantir qu'aucune atteinte ne puisse être portée à la dignité ou à l'intégrité d'une personne, que ce soit sous forme de violence physique ou morale, de harcèlement ou de tout autre acte hostile dont l'objectif est d'isoler ou d'ostraciser une personne ou d'affecter sa dignité. La demande d'Anatole est donc légitime au vu de l'obligation pour les instances de lutter contre ce qu'il a vécu
sachant de surcroît que d'autres joueurs subissent encore ce non-respect de l'article 507 de la Charte du football, reconnu aujourd'hui comme étant constitutif de harcèlement moral par la justice. Au vu de l'immobilisme des instances depuis plusieurs années maintenant, Anatole avait réussi avec son entourage à obtenir le soutien de Madame Maracineanu, ancienne ministre des Sports, sur son dossier. Elle a envoyé un courrier à Vincent Labrune, président de la LFP, dans lequel elle rédige, après avoir rappelé les obligations qui incombent à la FFF et à la LFP. En outre, il m'a été demandé l'aide du ministère chargé des Sports pour que la LFP envisage de donner suite aux condamnations judiciaires dont ont fait l'objet le club de Reims d'une part, son directeur général d'autre part. À cet égard, et comme j'ai pu l'évoquer avec le président Le Graët, des actions de prévention ou une médiation par l'intermédiaire de la LFP pourraient être une voie d'apaisement à l'égard du joueur concerné. Dans ce contexte, je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'éclairer sur les démarches engagées par la LFP concernant les mises à l'écart de joueurs professionnels et particulièrement les suites données aux décisions de justice dans le dossier de M. Ngamukol. Malgré tous ces éléments, Anatole n'a jamais été reçu par le président de la FFF, M. Noël Le Graët. Ni le Conseil national de l'éthique, ni la haute autorité du football n'ont souhaité s'emparer du dossier malgré les différentes saisines. Arnaud Rouget, directeur général de la LFP, a affirmé dans un écrit officiel qu'aucune sanction ne serait infligée aux harceleurs reconnus judiciairement et qu'ils pouvaient continuer à exercer dans le football. Erwan Le Prévost, directeur de cabinet de M. Le Graët, également directeur des relations nationales et internationales de la FFF, devait revenir vers Anatole et son entourage après avoir consulté les élus de la FFF sur son dossier, chose qu'il n'a jamais faite. M. Le Graët a affirmé par téléphone à M. Pia qu'il recevrait Anatole pour traiter son dossier. Quelques jours plus tard, sa secrétaire affirme qu'il n'y aura pas de rendez-vous. C'est donc en possession de tous ces éléments et confronté à un mépris persistant de la FFF et de la LFP que la délégation entourant Anatole s'est rendue au siège de la fédération pour exiger que des mesures soient prises par son président, M. Le Graët. La délégation accompagnant Anatole était composée de M. David Terrier, vice-président de l'UNFP, le syndicat des footballeurs professionnels, M. Stéphane Burschkalter, directeur du département juridique de l'UNFP, M. Stéphane Saint-Raymond, directeur de l'information de l'UNFP, M. Alain Ngamukol, grand frère du joueur et secrétaire général de l'association Union de la Sagesse Populaire, mandaté par Anatole pour représenter ses intérêts, M. Sullivan Jous, élu de la ville de Sevran et secrétaire général de l'association du droit au but, qui accompagne également Anatole dans ses actions, un journaliste du média SoFoot et un journaliste du quotidien Le Parisien. Après quelques interviews réalisées avant l'entrée dans les lieux pour poser le décor, la délégation s'est dirigée dans le hall d'entrée de la FFF, là où des agents de sécurité les attendaient. Dès leur entrée, les hostilités ont commencé de la part des agents de sécurité qui étaient plus nombreux qu'à l'accoutumée, la venue de la délégation ayant été annoncée à la FFF la veille. Malgré les explications claires et posées de M. Jous, l'agent de sécurité ne voulait rien entendre, souhaitant simplement empêcher la délégation d'entrer dans un lieu pourtant ouvert à tous. Cela constituait donc le début d'une discrimination. Bonjour. Quel journal, s'il vous plaît? Anatole Ngamukol, joueur professionnel, non. David Quel Terrier. journal vous êtes qui? Vous êtes des journalistes? Je vous présente, je suis en train de vous répondre. Un joueur professionnel, le vice-président du syndicat des footballeurs, le directeur juridique, les journalistes. Donc, ne prenez pas mal, cher monsieur. Nous avons reçu des instructions, tout à fait. Nous avons appris qu'il y a des gens un petit peu indélicats qui vont se présenter. Voilà. Donc, des gens indélicats. Des gens indélicats. Tout à fait, oui. Dans quel sens, indélicat? Alors, si c'est indélicat, ça ne doit pas être nous alors. Voilà. Donc vous êtes parti, vous êtes exactement quoi? Vous êtes une équipe de foot? Vous êtes voilà, c'est ça ce que je voulais savoir. Je viens de vous répondre. On voit déjà avec cette phrase de l'agent de sécurité que la FFF considère cette délégation comme des gens indélicats. Une victime de harcèlement, des représentants du syndicat des footballeurs professionnels, des militants associatifs, un élu et 2 journalistes, tout cela appuyé par une volonté ministérielle, sont donc aux yeux de la FFF des personnes indélicates. Cette phrase ne venait que renforcer le mépris de la FFF pour des personnes qui luttent contre le harcèlement et demandent que les valeurs de la République soient appliquées. Cela en dit long sur les personnes. Aucune loi ne permettant aux agents de sécurité d'empêcher l'entrée de cette délégation. M. Jous et M. Ngamukol sont entrés. D'accord, mais sauf que moi je vous dis que si on va rentrer, on va rentrer. Parce que si à partir du moment où on ne connaît pas de délit pénalement répréhensible ou de crime, rien ne nous empêche de circuler ici. Donc on va rentrer,
on va rester ici, vous allez alerter les autorités compétentes pour qu'on puisse être reçu et tout va bien se passer. On va toucher personne, on va dégrader aucun matériel, on va empêcher personne de travailler, mais aujourd'hui, on vient exiger des réponses. Et donc, on va avancer, on va se mettre là et tout va très bien se passer. L'agent de sécurité tentant tout de même d'entraver la liberté d'aller et venir de ces personnes. Une fois entrés, ce sont les deux hôtesses d'accueil qui ont de suite appelé le commissariat de proximité pour faire venir les forces de l'ordre en vue de faire évacuer les lieux. Des consignes leur avaient certainement été données, tout comme aux agents d'accueil. La délégation a pris le soin de filmer son action pour démontrer qu'aucune intention belliqueuse ne l'animait et qu'aucun désagrément ne serait provoqué, que ce soit envers le personnel ou le matériel. Rappelons ici que la FFF reçoit une délégation de service public, reçoit également de l'argent public, que son association n'est donc pas une association lambda, mais qu'elle doit rendre des comptes sur sa gestion, notamment sur ses actions mises en place pour le respect des valeurs de la République. La délégation accompagnant Anatole n'était donc pas venue quémander un privilège, mais exiger des comptes sur la gestion de la FFF face à un cas de harcèlement reconnu judiciairement et contre lequel elle est censée lutter. Au bout d'un certain temps, 5 policiers très courtois sont arrivés dans les locaux. Ils ont vite cerné les intentions de la délégation et ont estimé que le combat était plus que légitime, mais qu'ils ne pouvaient pas prendre parti, devoir de réserve oblige. Après avoir relevé les identités des personnes composant la délégation, ils ont tenté de trouver une issue favorable en cherchant une personne de la fédération qui pourrait au moins leur accorder la considération de l'écoute. Après être montés dans les locaux de la FFF, ils sont redescendus quelques minutes plus tard dans le hall d'entrée pour affirmer que personne n'allait recevoir la victime, ni les responsables syndicaux, ni personne d'autre. Ils ont ensuite affirmé qu'ils devaient solliciter leur hiérarchie pour savoir quoi faire, car le porte-parole de la délégation, en la personne d'Alan Gemukol, avait affirmé que ce sit-in serait en cours tant que personne ne les aurait reçus. Après quelques appels, les forces de l'ordre ont invité la délégation à quitter les lieux. Alan Gemukol décline l'invitation, souhaitant voir jusqu'où la FFF était capable d'aller. Après environ 2 heures de sit-in, les policiers affirment que leur hiérarchie a autorisé l'évacuation des lieux et qu'ils attendent désormais du renfort. Ils tentent de faire partir la délégation à l'amiable, ayant bien compris que la nature du dossier était très sensible, ne voulant pas mettre la délégation dans une position indélicate. C'est alors qu'une femme arrive devant la FFF, caméra à la main, filmant de l'extérieur. Monsieur Jousse sort pour voir s'il s'agit d'un journaliste supplémentaire ou d'un agent des forces de l'ordre. Un officier présent à ses côtés affirme qu'ils allaient retransmettre l'interpellation en direct à leur hiérarchie et à la préfecture. Non, vous ne rêvez pas. Ils ont bien dit retransmettre en direct l'opération, comme s'il s'agissait d'une exfiltration en zone de guerre ou d'une interpellation d'un groupe terroriste. Sentant que les choses prenaient une tournure totalement disproportionnée, le porte-parole de la délégation a pris la décision de partir de manière volontaire, bien que l'ensemble des protagonistes étaient prêts et déterminés à se faire embarquer pour la noble cause. À peine sortis des locaux de la FFF, ce sont 2 puis 3 camions de la police nationale, envoyés par la préfecture, qui arrivèrent. Comme si les choses n'avaient pas encore assez duré, ils voulurent de nouveau procéder à un contrôle d'identité dans la rue, étant beaucoup moins conciliants que les 5 premiers policiers avec qui les échanges étaient très cordiaux. Après quelques discussions, la délégation a pu repartir et aller débriefer dans un café du coin, encore abasourdi par l'attitude de la FFF. Comment M. Le Graët peut-il se comporter ainsi ? Comment peut-il souhaiter envoyer en garde à vue une victime de harcèlement, des représentants syndicaux, des militants associatifs, un élu et des journalistes, simplement parce qu'ils sont venus exiger des comptes sur des entraves aux valeurs de la République et relater les faits ? Comment les victimes peuvent-elles alors se défendre seules si les autorités censées les protéger accordent leur soutien aux harceleurs ? Comment ferait une femme victime de harcèlement sexuel pour se faire entendre si même un joueur avec une telle délégation est envoyé bouler de la sorte sans aucune considération ? Monsieur Le Graët s'entretient régulièrement avec Monsieur Caillot, président du Stade de Reims et président du Collège des présidents de Ligue 1, pourtant reconnu coupable de harcèlement et de licenciement abusif, mais ne souhaite pas ne serait-ce qu'écouter le harcelé. Comment, malgré un courrier ministériel, M. Le Graët peut-il accorder plus d'égard et d'importance à un bourreau qu'à sa victime ? Ne porterait-il pas atteinte à l'image du football français en adoptant cette attitude méprisante ? Nous considérons que si.
D'autant plus que les médias ont relayé cette journée historiquement calamiteuse pour le football français. Quelle image envoie-t-il à la jeunesse passionnée de football? On sait d'autant plus dans un autre registre que M. Le Graët a affirmé concernant le racisme dans le football. Le phénomène raciste dans le sport et dans le football en particulier n'existe pas ou peu. Comme le dit l'adage, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Sur Wikipédia, on peut lire également: le 12 septembre 2013, le syndicat national des agents sportifs demande la démission de Noël Le Graët à la suite de l'émission Cash Investigation diffusée sur France 2. La raison principale est, selon le syndicat, l'incroyable légèreté avec laquelle Le Graët a répondu aux questions d'Élise Lucet, cautionnant notamment la présence d'agents sportifs affiliés à la FFF et condamnés judiciairement en répondant que malgré leur condamnation, ces agents sont des types bien. Monsieur Le Graët, n'en avez-vous pas assez de protéger des délinquants? Vous avez été capable d'être à l'initiative de la DNCG qui sanctionne des clubs pour leur mauvaise gestion financière. C'est cet organe qui a récemment relégué le club des Girondins de Bordeaux en national. Mais sanctionner des clubs qui ont une mauvaise gestion humaine de leurs effectifs, par contre, cela n'existe pas chez vous. L'argent aurait une importance si supérieure à l'être humain dans votre cœur au point de protéger des délinquants reconnus judiciairement et laisser les victimes sur le bas-côté. Sachez que nous n'abandonnerons pas. Nous sommes forts de 2 décisions judiciaires, dont une définitive, du soutien du ministère des Sports, du syndicat et de l'opinion publique. Ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne preniez la mesure du dossier. Une chose est certaine, votre image et vos fonctions n'en sortiront pas indemnes. Nous vous tiendrons informés très rapidement de l'évolution du dossier, sachant que des réunions ont eu lieu et auront lieu très prochainement pour savoir quelles seront les prochaines actions à mener dans les plus brefs délais, afin que footballeurs et footballeuses puissent tous exercer leur métier en toute dignité. À très vite. Mais je pense que c'est important de leur rappeler la loi, tout simplement, et une injonction à veiller à ce que de telles pratiques ne se reproduisent pas. C'est ce qui fait aussi que les modèles qu'on peut retrouver dans ce sport de compétition doivent être exemplaires. Parce que c'est ces modèles-là qui font croire à la beauté du sport à nos enfants, ces enfants qui rêvent maintenant de football, qui s'échangent des cartes de football à tout va et qui ne rêvent et ne jurent que par les joueurs de football. Il faut que ce modèle qu'on leur propose soit exemplaire, quitte à en payer le prix. Je crois qu'il y a une omerta sur tous ces sujets dans le milieu du sport parce que voilà, les associations, les fédérations se sont là. Il y a une omerta. C'est-à-dire qu'il y a la loi du silence. Il y a pas Votre de raison. prédécesseur a dit il n'y a pas d'omerta. Vous dites il y a une omerta, il y a une loi du silence qui empêche les gens de clairement, parler parce que ces pratiques, il n'y a pas de raison qu'elles n'existent pas dans le sport comme elles existent ailleurs. Et il est hors de question que des gens qui sont dans ce type de sport où il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup d'argent, puissent aujourd'hui se sentir hors sol et passent hors la loi. Pour cela, il nous faudra peut-être aller jusqu'à investir les locaux de la FFF pour faire entendre nos revendications, comme l'ont fait les footballeurs en mai 1968. Lisons quelques morceaux choisis parus dans des articles de presse. Le même jour à 8h, le siège de la FFF au 60 avenue d'Iéna à Paris, 16e, a été investi par un comité d'action des footballeurs regroupant quelques dizaines de personnes, réclamant notamment le football aux footballeurs. Ils se sont barricadés dans le bâtiment et ont retenu quelques heures plusieurs employés, dont le secrétaire général de la fédération Pierre Delaunay et le futur sélectionneur national Georges Boulogne. Dans le tract distribué aux abords des locaux de la FFF, les dirigeants de la fédération sont qualifiés de pontifes qui profitent du sport pour leurs intérêts égoïstes et ne servant pas la cause du football. 22 mai 68, occupation du siège de la FFF par les enragés du football. Peut-être à bientôt pour le siège des harcelés du football.